Salut à tous, et bienvenue sur cette vidéo d'un match spécial PSG Monaco. Match très très important pour la 26e journée de Ligue 1, le gros choc en déplacement au Parc des Princes contre un PSG en très très grosse forme qui allait chercher un super résultat à Barcelone, une équipe qui impressionne un peu en ce moment, qui revient bien après un début de saison un peu compliqué pour eux ces derniers temps, c'est plutôt des superbes résultats. On va espérer du coup que nous aussi on va aller en chercher un résultat là-bas. Ça n'a pas été trop le cas sur la phase allée. On a eu du mal contre les grosses équipes et bizarrement, c'est la seule équipe qu'on a réussi à gagner parmi les top clubs de Ligue 1. Donc on peut espérer que cette fois-ci, sur la phase Salut à retour, tous, c'est Manu on sur cette réussit à vidéo aller d'un chercher match spécial PSG ouais, Monaco. j'ai un écho, Match attendez. Très très important pour la 26e journée de Ligue 1, le gros choc en déplacement au Parc des Princes. Hop, voilà, excusez-moi, j'avais un petit écho, je l'ai coupé tout de suite. Oui, je disais, en espérant du coup aller chercher un résultat sur la phase retour. Ça a été le cas contre l'Olympique de Marseille. Là, c'est le premier match un peu plus important parce que Marseille, on a la difficulté. Là, on va rencontrer une équipe qui est vraiment forme en ce moment, donc il fallait aller chercher un résultat au Parc des Princes. Après, ça sera plus simple parce qu'on va recevoir Lille, Lyon et même Rennes si on est un peu plus loin sur le classement. Voilà, on va pouvoir faire le point sur ce match-là, les compos, les groupes, les statistiques du match. On va faire un tour complet pour être au top avant le match de ce soir. Et on va commencer comme d'habitude par un petit point sur le classement et sur cette 26e journée, voir un peu ce qui attend un peu en ouverture avant le match, que le match est forcément à 21h, c'est le dernier match, on sera au courant de tous les résultats avant celui-ci. Maintenant, quand je fais la vidéo, forcément, il y a très peu de résultats. On sait que Lyon a réussi à gagner son match à Brest assez facilement jusqu'à la mi-temps. Il gagnait 3-0, sauf un peu plus peur sur la seconde. Brest est bien revenu, mais bon, voilà, avant aller chercher les 3 buts, c'était compliqué. Lyon a donc encore repris 3 points et reprend la tête du championnat. Ça bouge beaucoup au cours des journées. À la fin de la journée, c'est toujours Lille généralement qui est en tête, mais là, eux aussi, ils ont un très gros déplacement à faire. Ils vont à Lorient, une équipe qui est en pleine forme en ce moment, même s'ils sont au fond du classement. On en a fait les frais ce week-end contre eux avec un match nul 2-2. À voir du coup si Lille arrive à faire un résultat. Ce sera pas forcément simple pour eux. De notre côté, du coup, on affronte le PSG actuellement troisième, 5 points de retard sur eux, 6 sur Lyon pour l'instant. Derrière nous, on a un peu plus de marge parce qu'on a 11 points sur Rennes. Ce qui nous laisse de la marge pour cette quatrième place. Marseille aussi, qui a fait un match nul à Nantes, est revenu à hauteur de Rennes avec le même nombre de points, donc 11 points aussi d'écart, mais un match en retard pour eux. À noter contre Lens, ils ont déjà fait leur match en retard contre Nice, qu'ils ont gagné, ce qui leur a permis de remonter un peu au classement. Comme on peut le voir, les deux équipes en tout cas qui s'affrontent ce soir sont en très grande forme. Monaco reste sur 10 matchs sans défaite en Ligue 1. Ça a commencé avec le match nul à Saint-Etienne, ça a fini là du coup avec le match nul contre Lorient. Entre-temps, c'est que des victoires. 8 victoires, du coup on peut rajouter une neuvième avec le match à Grenoble en Coupe de France. De son côté, sur la même période, le PSG a fait 2 matchs nuls et une défaite seulement, sinon c'est que des victoires aussi, donc vraiment en grande forme. De belles équipes qui vont s'affronter. Petit point maintenant sur le groupe de l'Est Monaco que Kovac nous a annoncé du coup hier soir. Pas trop de surprises, hormis à mon avis l'absence de Pellegrini qu'on ne pouvait pas attendre, contusion a priori. Donc du coup il va être absent quelques temps. Pas de risque sûrement pris avec lui. Après bon, je pense pas que c'est forcément un joueur qui aurait eu beaucoup de temps de jeu sur ce genre de match-là. Il va rejoindre à l'infirmerie du coup Gelson Martins, ça sent depuis un petit moment maintenant, et Goebbels aussi qui était blessé pour le match à Grenoble. C'est les seules absences à noter. Après, sur les joueurs qui ont été non convoqués, Majiki reste à la maison. C'est Mannone qui est du déplacement. On retrouve cette du coup dynamique de un gardien sur deux. L'un fait domicile, l'autre fait l'extérieur. Même si je trouve toujours étrange pour ma part de prendre que gardiens en déplacement, mais bon, c'est un choix. Florentino n'est toujours pas dans le groupe. Matazo lui est toujours préféré. On retrouve avec plaisir du coup Golovin. Du coup, comme quoi sa petite alerte était qu'une alerte contre Lorient. Il est à la disposition du coach pour jouer ce match. On verra du coup s'il va être titulaire ou non. Concernant les éventuelles suspensions qu'il pourrait y avoir du coup suite à ce match en cas de carton jaune, on a 3 joueurs qui sont sous la menace. Diop qui a pris un carton jaune le week-end dernier, donc du coup il y en a déjà eu 2 en 9 matchs, donc c'est son 10e match contre le PSG. S'il prend pas de carton jaune, ça ira mieux. S'il prend un carton jaune, il sera suspendu. J'ai pas pensé à regarder contre qui, mais c'est pas le prochain match, c'est forcément celui d'après encore. Badiachil aussi, il reste 2 matchs, et Diatta, il lui reste beaucoup plus, c'est 4 matchs encore. Voilà, c'est les 3 joueurs qui sont sous la menace d'une suspension.
Côté groupe du PSG, bah, on retrouve un groupe quasiment identique à celui qui a fait le déplacement à Barcelone. Il y a que Sarabia, du coup, qui est pas disponible, qui fait partie des absents, qui est remplacé par Pembele. On retrouve aussi le jeune Simons qui est dans le groupe en plus de ce qui était prévu en Ligue des Champions. Voilà. Après, c'est un groupe de 23 joueurs, donc il y a pas mal de 3 personnes qui vont aller s'asseoir en tribune. Donc le jeune Simons en sera sûrement du voyage avec un des 3 gardiens. À noter côté absence, bah, des grosses absences, hein. Neymar et Di Maria absents depuis quelques temps déjà, mais c'est de superbes joueurs, donc c'est plutôt pas mal pour nous qu'ils ne soient pas là, même si bah, il y a quand même du remplaçant derrière, ça les a pas empêchés de faire des bons résultats ces temps-ci, notamment contre Barcelone, auquel on pourra ajouter du coup Bernat et Dagba. Donc pas mal de joueurs quand même qui ont joué beaucoup de matchs, hein, parce que certes Neymar c'est que 11 matchs de Ligue 1, mais Di Maria et Sarabia c'est 19 matchs. Bon, Bernat que 3, mais Dagba c'est 16 matchs, donc voilà, c'est des joueurs quand même qui sont assez importants, qui jouent beaucoup. Mais bon, à voir maintenant, c'est vrai que les remplaçants sont de qualité aussi, et donc on ne verra pas forcément trop la différence. Même si avoir un Neymar et un Di Maria, c'est des joueurs de classe internationale qui, sur une seule action, peuvent vraiment faire la différence et nous faire très mal. Personnellement, je suis plutôt satisfait de ne pas les voir contre nous. Surtout Di Maria réussit vraiment très très bien contre nous d'habitude, toujours fait des très très bons matchs. Voilà ce qu'il en est cas du PSG. Les statistiques entre les équipes, donc comme je disais, bah, voilà, les deux clubs sont vraiment sur des très très bonnes dynamiques, quasiment que du vert de partout. Si on regarde un peu plus près en Ligue 1 pour l'AS Monaco, Monaco c'est la quatrième meilleure équipe à l'extérieur. On reste sur 5 victoires consécutives, donc vraiment beaucoup, une très très grande forme du club en ce moment. C'est un peu son point fort, alors que c'était étrangement le point faible du club. En début de saison, on avait vraiment du mal en déplacement, d'aller perdre des points contre des petits en plus. On a complètement inversé cette tendance depuis le mois de décembre. On enchaîne les victoires à l'extérieur. C'est plutôt à domicile où on a eu plus de mal ce temps-ci avec Saint-Etienne et Lorient et les matchs nuls qu'on a pu faire. Donc voilà, une équipe plutôt en forme. Offensivement, on est la troisième meilleure attaque avec 1,8 buts inscrits par match. Défensivement, c'est notre problème malheureusement. On est la 12e défense à l'extérieur. De toute façon, c'est à peu près les mêmes résultats à domicile, hein. Il n'y a pas trop de différence. 1,7 buts encaissés, voilà, c'est quasiment 2 buts à chaque match, c'est très compliqué et qu'on va avoir les stats du PSG, ça va faire peur de se dire que ça va être très très compliqué d'aller chercher bah, peu de buts encaissés, voire un clean sheet. À noter bah, que sur les 9 derniers matchs de Monaco, il y a un seul clean sheet, sinon bah, on encaisse des buts, et voire limite 2 quasiment à chaque fois, ce qui est assez problématique. Bien sûr, à l'inverse, offensivement, ça fait plus de 9 matchs du coup qu'on met 2 buts ou plus. Donc vraiment en grande forme offensive, on a vraiment des attaquants qui carburent bien en ce moment. Ben Yedder et Voland, même si c'est rarement ensemble qui sont vraiment très très bons, il y a toujours l'un ou l'autre qui nous fait une très très grande performance et nous permet d'aller chercher des victoires et inscrire pas mal de buts. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur les statistiques de Monaco. Pour le PSG, alors là, c'est assez extraordinaire. Le PSG, c'est la meilleure équipe à domicile. C'est 10 victoires, 1 nul et 2 défaites seulement. Mais les défaites, c'est quand même contre l'OM et contre l'OL. Le match nul, c'est contre Bordeaux. Après, c'est comme je disais, c'est en début de saison où ils ont eu du mal, où ils ont encaissé pas mal de buts qu'on peut le voir sur le petit graphique. Ils ont encaissé pas mal de buts. Hein. Voilà, toute notion pour garder forcément. Mais voilà, c'est au début de saison où ils ont fait des résultats plutôt moyens. Maintenant, là, ils en sont sur 7 victoires consécutives à domicile. Ils laissent quand même rien passer. On peut même revoir sur les 11 derniers matchs de Ligue 1. Il y a 8 clean sheets. Ce qui est assez extraordinaire, ils encaissent très très peu de buts. Sur les statistiques de gardien, Navas est tout en haut. C'est complètement à l'inverse de Lecomte qui est tout en bas justement. Donc il sait faire vraiment la différence. Le peu d'action que laisse le PSG, bah, du coup il y a un grand gardien derrière pour éviter d'encaisser des buts. Donc ça va être assez compliqué. Ça va être une belle opposition en tout cas entre nos attaquants qui marchent très très bien, qui sont tous les deux top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Et du coup en face une très bonne défense et un gardien en très grande forme. Les statistiques du PSG, c'est la meilleure équipe offensive à domicile. Ils sont à 2,6 buts inscrits par match, donc quasiment 3 à tous les matchs. Et défensivement, c'est 0,46 buts encaissés. C'est même pas un demi-but par match. Donc vraiment très très solide à domicile. Donc ça va être très compliqué. Moi, personnellement, même parce que vous le savez, je suis pas d'une nature optimiste. Donc je nous vois difficilement aller faire un résultat contre ce PSG qui est en grande forme. Alors certes, ces derniers temps, on a réussi à faire des bons résultats contre eux. On les a surpris au match aller. L'année dernière, on allait chercher un 3-3 vraiment surprise face à eux. On en parlera tout à l'heure, de toute façon, qu'on regarde à l'historique des rencontres.
Mais pour moi, ces 2 matchs-là ont été pris un peu en dilettante par le PSG, parce que Monaco était pas en grande forme et s'attendait forcément pas à grand-chose de notre part. Que ce soit l'année dernière où on était assez catastrophique, même en début de saison, on n'était pas très bon. Là, Monaco tourne très très bien et le PSG sait qu'il aura un gros match face à nous, et donc ils vont vraiment être très concentrés. Et c'est sur ce genre de match, c'est assez compliqué d'aller les chercher. Ça va être plus dur d'aller créer la surprise pour moi. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur les statistiques des deux équipes. Un petit point sur l'historique, bon, forcément très favorable pour l'AS Monaco, on le sait. On est plutôt la bête noire du PSG si on regarde historiquement, parce que du coup, si on regarde sur la dernière saison, c'est plus compliqué. Voilà, 42 victoires contre seulement 21 pour le PSG. C'est assez faible, même si on regarde les statistiques au Parc des Princes, on a plus de victoires qu'eux, qu'on a 17 victoires contre 14 défaites pour 13 matchs nuls. On est même quasiment à l'équilibre au niveau des buts inscrits au Parc des Princes. Nous, on est à 50 et ils sont passés à 51 depuis les dernières saisons, hein, comme on peut le voir sur les statistiques que j'ai ressorties depuis que Monaco est revenu en Ligue 1. Hormis au début où on a réussi à faire un peu le jeu égal avec eux, ensuite on a enchaîné une période de 12 matchs sans victoire avant le fameux match aller avec vraiment des grosses branlées, on peut le dire, vraiment beaucoup beaucoup de buts encaissés, euh, assez compliqué toute cette période-là. Donc voilà, en espérant du coup qu'on arrive à continuer cette petite série qu'on a entamée de deux matchs sans défaite, même si à mon avis il y a un décalage parce que là dans ce que j'ai affiché, du coup le match aller est passé devant le match retour alors que ça a été l'inverse. On n'est pas sur vraiment deux matchs en défaite. Voilà, en espérant du coup qu'on réussisse à faire quelque chose. Côté médias, donc parce que les médias nous ont annoncé, donc je suis allé chercher aussi la compo du Parisien pour avoir un peu plus d'infos. Côté parisien, ça va aller assez rapidement, puisque du coup on a exactement la même équipe qui était présent Barça, le même 11 de départ. Forcément, l'équipe a vraiment très très bien marché, fait un bon résultat. Il n'y a pas de retour, au contraire, c'est une absence qu'il y a de leur côté, donc pas vraiment de surprise à attendre de ce côté-ci. On va retrouver la même composition. Côté Monégasque, voilà, les médias ont plus de mal à lire ce que va faire Kovac. Même si on peut voir que l'équipe tente une défense à 5, pour moi, on reste dans le même système. Hein. C'est toujours le 3-4-3 ou le 4-4-2, suivant si on est en animation offensive ou défensive. Du coup, avec Aguilar, du coup, qui sera à décaler, à monter d'un cran sur les compos de l'équipe. Voilà, la différence, elle se joue là. Elle se joue entre Sidibé ou Dissassi en défense. Et au niveau offensif, c'est entre Golovin et Diop. Les médias se partagent et ne savent pas forcément qui sera titulaire entre les deux. C'est aussi un peu mon cas, vous allez voir sur les pronos SM, j'ai un peu du mal à savoir qui sera titulaire. On peut voir qu'en conférence de presse, Kovac a annoncé que du coup qu'on n'avait aucun joueur pour bloquer Mbappé et que du coup la solution c'était de mettre deux joueurs sur lui pour le bloquer. Donc on peut s'attendre du coup à avoir un système assez identique au match aller où on avait mis Matsima qui était un troisième défenseur central pour du coup bloquer Mbappé et que très rapidement on se retrouve à avoir deux défenseurs centraux sur Mbappé, ce qui n'a pas forcément bien réussi, ce qui nous avait claqué un doublé assez rapidement quand même. Même si Matsima avait quand même fait un bon match. C'était plus quand Mbappé s'était recentré qu'il avait fait du mal, alors qu'au début de match où il était sur l'aile, Matsima avait réussi à plus ou moins à le tenir. Voilà ce qui est de décomposition. Petit point sur l'arbitre de la rencontre, c'est Rudy Buquet qui va nous arbitrer. Pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Vous pouvez le voir sur le classement depuis 2016. Il est 10e. C'est l'arbitre entier qui nous a le plus arbitré depuis 2016. Mais bon, pas avec forcément une très très bonne moyenne. Ces matchs, c'est assez mitigé. On peut le voir sur les derniers matchs que j'ai ressortis. Voilà, ça monte jamais très très haut. Les notes sont assez moyennes, plutôt même un point bas avec le match d'ouverture de la Ligue 1 l'année dernière contre Lyon, avec le fameux carton rouge pour Fabregas. C'est assez méchant pour ma part, je trouve. Sur la dernière saison, il a fait quand même 4 PSG Monaco, Monaco PSG, jamais des bons résultats pour nous. C'est le 4-0 de 2018, c'est le 4-0 lors du Trophée des Champions de la même année, c'est le 7-1 sur le match retour pareil, de la même saison. Donc vraiment avec que des grosses branlées, on peut le dire. Bon, après, si on remonte un petit peu plus haut, ça va. C'est lui aussi qui a fait le match aller de la saison 2016-2017, l'année du titre, où on gagne 3-1 le PSG sur un très très beau match. Voilà, on verra bien ce que va nous réserver Buquet. Personnellement, j'aurais préféré de voir d'autres arbitres sur ce match-là que lui. Concernant du coup mes pronostics, comme vous pouvez le voyer, du coup moi je suis parti sur un 3-1 du PSG. Je ne vois difficilement faire résultat là-bas. Je vois le PSG offensivement très très bon
Et bah, contrairement à nous, je trouve que défensivement, on a vraiment du mal. On a pris beaucoup trop de buts contre Nîmes et contre Lorient. Face à des attaquants comme ceux du PSG, ça va être très, très compliqué. On peut le voir qu'on a du mal dès qu'on part dans notre dos dans la défense, qu'on joue un peu haut, s'il y a des attaquants rapides en face, c'est très compliqué à arriver à bloquer. Bah, malheureusement, bah, c'est exactement ce que le PSG a. Donc, à mon avis, ça va être compliqué d'arriver à les bloquer, même si ça va être le genre de match où on ne va pas faire comme d'habitude, avoir la possession et avoir un bloc très très haut. Même si on va aller chercher, on a vu le pressing très très haut, je pense qu'on va laisser la possession au PSG, les laisser jouer, on a plus intérêt à faire ça que de nous garder le ballon et de se faire prendre en contre par des attaquants très très rapides et des joueurs qui savent faire de très très bonnes passes. Euh, voilà, donc je suis même limite optimiste en disant qu'on va réussir à mettre un but à cette super défense, mais je me dis que voilà, nos attaquants sont vraiment en bonne forme. Ça devrait pouvoir arriver quand même à nous faire un peu de sensation, à aller chercher un but. Maintenant, en face, notre défense, je trouve très compliquée, et idem pour notre gardien qui est vraiment pas en forme en ce moment, en espérant qu'il se rattrape un peu sur ce match-là, qu'il se dise que c'est un match Canal+, donc il faut qu'il brille un petit peu. S'il veut espérer aller aussi en équipe de France, bah, c'est le genre de match que Didier Deschamps va regarder, donc à lui de faire une bonne performance, on en aura besoin, clairement. Si on regarde un peu ma composition d'équipe, bah moi j'ai fait le choix de ne pas mettre Sidibé titulaire. Je préfère mettre déjà Aguilar, parce que je m'attends vraiment à une défense à 3. Dans ce cas-là, je préfère mettre du coup un Dissassi qu'un Sidibé pour vraiment avoir 3 défenseurs centraux. Euh, et je trouve que mettre Sidibé et Aguilar, c'est à peu près des rôles assez similaires et qu'on a vraiment besoin d'un défenseur centraux et d'un vrai latéral offensif pour jouer les contre-attaques. Donc, dans ce rôle-là, je trouve qu'Aguilar est meilleur. Qui plus est, Sidibé ne fait pas un très bon match. Le match d'avant, il est auteur d'erreurs qui nous ont coûté un peu cher. Donc voilà, à un moment donné, c'est les meilleurs qui sont censés jouer avec Kovac. Donc c'est pour moi le moment, bah, du coup, que Aguilar revienne titulaire plutôt que Sidibé. Dissassi aussi fait un très bon match à Grenoble, donc c'est le genre de match où il peut être précieux sur une défense où on va jouer en bloc un peu plus bas, beaucoup moins d'espace pour les attaquants, donc son très gros physique doit être important pour nous. Donc je partirais plus sur ce genre de compo-là. Offensivement, il y a le choix entre Golovin et Diop. J'avoue que j'ai du mal à me décider, je comprends que les deux choix sont possibles. Je pense que Golovin est complètement apte à jouer titulaire sur ce match-là. Et que c'est possible qu'il remplace Diop. Maintenant, bah, j'ai fait le choix de prendre Diop et je mets même homme du match. C'est assez risqué. Je risque, à mon avis, de perdre 2 points très facilement comme ça en voyant Golovin titulaire. Mais voilà, Diop nous fait un très très bon début de saison. C'est sur le genre de match où je pense qu'il peut faire un peu de différence. Il est rarement au fond du trou dans les matchs. Il est certes rarement aussi extraordinaire, mais voilà, il est toujours assez constant. Je pense que sur ce genre de match, il peut faire la différence, même si on prend l'eau. Ça peut être un des joueurs qui peuvent être un peu au-dessus. Concernant les petites questions, donc est-ce que Monaco aura la possession avec 45% au minimum? Si on regarde les statistiques sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, à domicile, le PSG, c'est 65% de possession sur les 5 derniers matchs. Monaco, sur les 5 derniers matchs, chez l'extérieur, c'est 56%. Donc voilà, c'est vraiment deux équipes qui ont l'habitude d'avoir la possession, mais forcément, une des deux va devoir laisser le ballon à l'autre. Pour moi, ce sera clairement le PSG qui va nous prendre 58-60% de la possession. Je nous vois mal vouloir faire le jeu au parc. Au contraire, c'est dangereux, je trouve. Donc, non, je pense que Monaco n'aura pas plus que 45%. Et à la question, est-ce que du coup nos attaquants marqueront plus de buts que Mbappé? Je pense que c'est assez compliqué qu'ils aient marqué plus de buts que Mbappé, même si au niveau des statistiques sur les 5 derniers matchs, Mbappé, bah, du coup, c'est 4 buts sur 3 matchs. Et pour nos attaquants, Ben Yedder, c'est seulement sur un match qu'il met un doublé à l'extérieur. Par contre, Voland, les 5 derniers déplacements, c'est 5 buts, à chaque fois un but. Donc plutôt en grande forme, lui qui était surtout habile à domicile, c'est plutôt à l'extérieur qu'il est bon en ce moment. Donc bah, pourquoi pas qu'il nous mette un petit but au parc, mais bon, voilà, je pense que Mbappé est en grande forme en ce moment, sachant que Mbappé gagnerait l'égalité. Je vois bien Mbappé mettre au moins un but, voire un doublé sur ce match-là, donc ça risque d'être compliqué. Mais bon, voilà, la question pour moi, c'est un peu du 50-50 quand même. Je peux comprendre qu'on choisisse de dire que nos attaquants sont deux et que voilà, un des deux est quand même bien pressenti pour mettre un petit but, qu'on puisse se poser la question. Sachant surtout si Mbappé est pris par deux défenseurs, hein, donc ça risque d'être bloqué, du coup le jeu risque d'être plus décalé sur les autres attaquants comme Icardi ou comme Moiskin.
Voilà, bah, du coup, on va pouvoir passer aux petites questions, si vous voulez qu'on échange avec le chat, allez-y, posez-moi des petites questions, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre sur ce match ou même en général, hein, sur le club. Pendant ce temps-là, moi, j'en profite du coup pour vous dire du coup rendez-vous avec Radio Diagonale, là, sur le live Switch, après le match, juste après. On sera en live, bien entendu, même si moi je ne serai pas présent, bah, je vous invite, clairement à nous écouter après le match pour faire le débrief. Qui sur le côté droit du PSG, à ton avis, Dagba blessé, Florenzi fatigue fait vite? Bah, pour moi, ils vont vraiment remettre exactement la même composition d'équipe. Je pense pas qu'il y ait forcément un changement. J'imagine plutôt que Florenzi va être remis titulaire, quitte à avoir un remplaçant après. Vu qu'on a 5 remplaçants, maintenant on peut se permettre de faire mettre titulaire des joueurs qui ont que 60-70 minutes possibles sur le terrain. Ça laisse largement plus de liberté qu'avant. C'est sûr que ça nous amputait d'un remplacement, c'était assez compliqué. Maintenant, je pense que les joueurs qui sont physiquement un peu diminués sur les enchaînements comme ça de matchs peuvent être plus simplement remplacés. Donc, je ne pense pas. Voilà, il y a très très belle performance faite, un match très complet au Barça. Ça paraît tout à fait logique qu'on remette exactement les mêmes joueurs dans le même dispositif pour vraiment continuer sur cette lancée. Je ne vois pas de surprise faite de ce côté-ci. Je pense plutôt que les surprises risquent d'être côté monégasque en tout cas. Il nous faut un joueur pour sortir le ballon et faire ça au milieu du PSG. Oui, c'est vrai qu'au début, je me disais, je voyais bien homme du match au milieu, puis après, je me suis dit non, en fait, non. Ils vont vraiment prendre l'eau face aux joueurs très techniques du PSG et ils vont se contenter de courir dans tous les sens pour essayer de boucher les trous. Ils sont que deux en face, un triangle très technique. Donc, je pense que oui, nos milieux vont vraiment avoir du mal, surtout avec un de moins. Donc, hormis s'il y a un changement de tactique de la part de Kovac qui permet d'avoir un Golovin ou peut-être un Fabregas, hein, pourquoi pas le ressortir du chapeau aussi, pour avoir un milieu à 3 et un peu plus bloqué celui du milieu de terrain, sinon ils risquent vraiment de nous balader. Ils vont peut-être se retrouver avec un Fofana, Chouamini qui vont jouer juste devant la défense pour bloquer du coup les rentrées des milieux. Golovin a sûrement joué au milieu. Oui, bah, ouais, c'est exactement ce que je disais. Il y a des chances que Golovin soit titulaire et du coup soit pas dans le même schéma tactique, qu'il soit un peu plus au milieu de terrain pour un peu plus le renforcer. Ça paraît très logique. De toute façon, je nous vois clairement jouer avec une tactique un peu étrange où on est vraiment très regroupé défensivement et qu'on essaye d'exploser sur les contre-attaques. Même si du coup, bah, on a surtout Aguilar et Enrique qui sont très rapides. Après, on n'a pas forcément d'attaquants centre très rapides pour venir recevoir rapidement le ballon. Ben Yedder a vraiment du mal depuis qu'il est revenu du coup de la Covid. Et Volant, c'est pas non plus son point fort, la pointe de vitesse. Verratti joue beaucoup plus haut et il nous faut un milieu très très bas sur lui. C'est vrai que Verratti joue à un autre poste maintenant, il joue vraiment juste derrière les attaquants. Il joue en pointe du triangle. Vraiment la plaque tournante qui permet vraiment de distribuer les ballons. C'est pas du tout un 10 qui est buteur et qui va aller faire des frappes, hein. C'est plus quelqu'un qui va distribuer énormément le jeu. Et clairement, oui, il va falloir quelqu'un sur lui pour éviter de lui permettre vraiment de déployer son jeu. Perso, je pense que Diop sera remplaçant car fatigué. Oui, c'est vrai que du coup, bah, il aurait dû être mis au repos contre Grenoble. Malheureusement, bah, Goebbels s'est blessé à l'échauffement. Du coup, bah, il s'est retrouvé titulaire et a joué encore. C'est le joueur qui a joué quasiment tous les matchs. Était très rarement sur le banc. Euh, donc oui, oui, c'est un des joueurs les plus utilisés par Kovac. Bah, après, je n'ai pas l'impression forcément qu'il soit très fatigué, mais j'avoue que je ne sais pas trop où en est Golovin. On n'a pas eu trop d'infos. Je sais pas vraiment si c'est vraiment une toute petite alerte et qu'on n'a pas voulu prendre de risque et qu'il est absolument apte à jouer vraiment titulaire tout de suite. Ou est-ce que du coup bah, il s'est ménagé pendant la semaine et du coup bah, il n'a pas non plus énormément d'entraînement qui lui permettent d'être à 100% sur un match où il faut être à 100% absolument. Euh, donc j'avoue, je sais pas, ça se trouve, mais le prono, je les changerai. Peut-être que je vais partir sur un Golovin titulaire et homme du match. De toute façon, ce sera ou Golovin ou Diop. Pour moi, c'est pas les attaquants qui vont être très vite bloqués, qui ont très peu d'occasions. Je vois plus un milieu performer sur ce genre de match. Donc voilà, je vais attendre d'avoir un peu plus d'infos avant le match, comme un peu bah, pour le match précédent où du coup bah, j'avais changé Golovin pour Diatta dès qu'on a vu l'info qu'il était blessé. Là, je vais attendre un peu les dernières infos pour voir si je fais un changement sur mes pronostics. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser sur le match ou sur l'AS Monaco. Si ma mémoire est bonne, Matsima avait fait un super match, je le trouve plus rassurant que si. Bah, surtout si on veut partir sur un système à 3 défenseurs centraux vraiment quasiment tout le match, parce que là on n'est pas dans le. Parce habituellement on est quand même plus souvent offensif que défensif, donc généralement
On n'a pas une défense à 3. Là, on va se retrouver vraiment très très régulièrement avec une défense à 3. Donc je vois plus un 10 à 6. Je trouve que c'est beaucoup plus habituel. Il sait beaucoup mieux gérer un attaquant que Sidibé. Donc voilà. Et à choisir du coup en latéral, je préfère largement Aguilar pour sa vitesse que Sidibé. Pour ça que je préfère avoir un 10 à 6. Après, entre 10 à 6 et Matima, ça me ferait mal pour 10 à 6 si Matima lui était aussi passé devant, même si j'aime beaucoup le profil de Matima, qui fait toujours de très très bons matchs à chaque fois qu'il est titulaire. Je pense que Diatta ne doit pas jouer sur le côté, mais plus dans l'axe à deux devant. Il est rapide, peut faire reculer la défense. Oui, c'est vrai que je disais, du coup, je voyais pas quel était notre joueur qui pouvait être rapide pour jouer les contre-attaques. C'est vrai que Diatta, t'as fait un profil qui est pas intéressant. J'en avais parlé lors du débrief du match précédent en disant que c'était compliqué pour lui, à mon avis, à Monaco, parce que du coup, on avait une équipe qui jouait très très haute avec le ballon, et du coup, qu'il avait très peu d'espace pour en profiter. Et du coup, c'était plus un joueur qui serait meilleur dans une équipe de contre-attaque ou de transition rapide. Et typiquement, ça va être le genre de match qui est très très bien pour lui, parce que du coup, il va avoir de l'espace, on va pouvoir lui mettre des ballons devant et il va pouvoir faire profiter de sa pointe de vitesse et du coup ses dribbles en 1 contre 1 lancés. C'est là où il est meilleur, parce que je trouve qu'à l'arrêt, il est un peu moins bon. Donc oui, ça peut être une surprise de le voir titulaire sur ce match-là pour justement jouer une tactique vraiment de full contre-attaque. Même si, bah, du coup, il jouerait à la place d'Aguilar et je pense qu'on va plus avoir besoin d'Aguilar comme un cinquième défenseur, au même titre que Enrique. Donc, je pense qu'on risque d'être surpris sur la tactique. Il y a plein de choix possibles sur Kovac sur ce match-là. Pas forcément au choix des hommes, mais aussi la tactique qu'il va vouloir jouer contre le PSG. Oui, oui, voilà, il a besoin d'être lancé, il gagne les duels. C'est, voilà, ce que je lui reproche, moi, c'est surtout voilà, pas faire de différence en ce moment, mais je pense surtout parce qu'il est largement meilleur sur ses dribbles quand il est lancé, quand il est en vitesse. Il est beaucoup plus percutant et il a des crochets qui font beaucoup plus mal. C'est ce qu'on voyait en Belgique. Et c'est vrai que bah, avec Monaco, face à chaque fois des défenses de 5, bah, c'est compliqué pour lui du coup d'arriver à être lancé et arriver à crocheter. C'est vrai qu'on joue rarement en contre-attaque. Euh, donc du coup, on l'utilise pas à 100% ou même titre qu'il était en Belgique. Ouais, bah, j'ai plus de mal à croire quand même qu'on fasse un système avec trois attaquants contre le PSG. Je m'attends plutôt. Bon, je pense pas non plus que Ben Yedder et Voland soient qu'on joue qu'à une seule pointe non plus, mais je pense que ouais, deux attaquants c'est largement assez. Je pense qu'on va surtout vouloir bloquer les offensifs du PSG qui va clairement prendre le ballon. Ça me paraît très bizarre comme de jouer avec trois attaquants, ça me paraît beaucoup. Mais bon, pourquoi pas, hein. Comme je disais, sur ce match-là, on va peut-être tenter des choses parce qu'il va falloir essayer de changer en tout cas, parce que c'est des matchs en plus où on a un peu du mal défensivement, donc il va falloir un peu bloquer tout ça. Voilà, bon, ben moi je vais en profiter pour vous laisser là. En tout cas, ben, je vous remercie à tous ceux qui m'ont suivi sur le chat, ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, ben, je vous donne rendez-vous ce soir avec Radio Diagonale pour le débrief du match, en espérant que du coup vous allez vivre un très très bon match avec Monaco qui vont nous faire plaisir, un peu comme le 3-3 l'année dernière était vraiment super plaisant, vraiment un très très beau match, même si ça a pas en finale d'avoir fini le match sur un 3-3, mais bon c'était inespéré d'aller chercher un résultat comme ça, un peu comme le match à l'aller aussi où du coup on a eu un très 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 bon résultat. Après une première mi-temps catastrophique, la seconde est extraordinaire. Voilà, c'est le genre de match qu'on aimerait pouvoir vivre avec plein d'émotions. Et si déjà on arrive à aller chercher un petit point du match nul là-bas, ce serait vraiment superbe. Ça nous ferait vraiment du bien mentalement. On serait vraiment beaucoup mieux sur les matchs retour parce qu'on a enfin réussi à faire des résultats contre les grosses équipes en enchaînant après Marseille, Paris. Ça nous permet de pas trop se faire décrocher avec le podium parce que du coup, si Lille aussi va gagner, bah, les trois premiers gagneraient et nous on prendrait 0 points, ça ferait un gros décroché. Donc voilà, on espère en tout cas avoir un bon résultat. Allez, ciao à tous.